Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Quoi de neuf Covid-19 sur le continent africain présentée par la rédaction de Africa TV. Cette chronique de ce matin qui s'intéresse à l'évolution du virus de Covid-19 sur le continent africain. On le sait au jour d'aujourd'hui, plus de 40 pays sur le continent africain sont touchés par le Covid-19 et on compte plus de 1000 cas. Même si les décès ne sont pas croissants comme dans les pays occidentaux, n'empêche que l'Afrique est en train de connaître un pic de contamination qui devrait très rapidement être stoppé par différents gouvernements si les mesures d'hygiène sont prises ou sont appliquées par les différentes populations des différents pays africains. Parmi ces mesures d'hygiène telles que prescrites par l'Organisation mondiale de la santé et les différents gouvernements africains, il y a se laver les mains à l'eau coulante et au savon antiseptique presque régulièrement au cours de la journée, ou utiliser un gel désinfectant lorsqu'on n'est pas capable de se retrouver auprès d'un point d'eau, et peut-être pour certains, comme les élèves et les étudiants, observer un confinement à domicile, c'est-à-dire ne pas sortir et ne pas entrer en contact des personnes qui pourraient être des porteurs sains, ou alors porter un masque de protection dans la mesure où on est contaminé pour empêcher de pouvoir partager le virus à d'autres personnes. Éviter de toucher des surfaces métalliques ou des surfaces de tissu et sans se désinfecter les mains bien après. Même si les différents États africains ont appliqué des mesures, on observe quand même une désobéissance face à la plupart des mesures, comme des regroupements de plus de 50 personnes, alors qu'au Cameroun, elles sont interdites. On observe des regroupements de plus de 50 personnes qui pourraient favoriser la contamination par le Covid-19 et aussi le processus de mise en quarantaine par certains pays africains qui est remis en question par beaucoup d'observateurs et même par ces personnes qui subissent la quarantaine en ce moment. Alors, pour davantage comprendre la situation de Covid-19, nous avons décidé d'aller du côté de la Belgique pour retrouver le docteur Assoua Possa Lekambi qui nous donne son avis d'expert sur la question du Covid-19 et peut-être quelques propositions qui pourraient aider l'Afrique à faire chuter la courbe de contamination qui ne cesse d'être croissante sur le continent. Alors bonjour, docteur Assoua Possa Lekambi. On parle aujourd'hui de cette courbe de contamination qui ne cesse d'être croissante, étant donné que même le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, lors d'une rencontre avec l'Organisation de l'Union africaine, s'était inquiété du fait que l'Afrique, si elle ne se réveillait pas, risquait de connaître un pic de contamination incontrôlable plus que les pays occidentaux. Alors aujourd'hui, comment comprendre ce pic de contamination? Alors bonjour, docteur Assoua Christelle Possa-Lekambi. Oui, en effet, il y a plus de 40 pays qui sont actuellement touchés par le Covid-19 en Afrique et on parle déjà d'un recensement de près de 1000 cas. Écoutez, est-ce qu'on arrivera à faire chuter la courbe? Je ne pense pas pour le moment. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore atteint le pic épidémique prévu en fonction des prévisions épidémiologiques et tout simplement parce que actuellement tout ce qui est recensement des cas ne se fait pas de façon systématique. Les cas que nous avons actuellement, ce sont des cas qui se font à base du diagnostic, mais qui n'est pas un diagnostic systématique. On fait encore des diagnostics assez sporadiques, pas de masse. Donc, pour la facilité de contamination de ce virus qui se transmet par voie respiratoire, par contact, on devrait s'attendre normalement à plus de cas, peut-être pas plus de cas de malades, plus de cas de porteurs, sans pour autant véhiculer la peur, mais moi je considère que nous ne sommes pas encore au niveau du pic épidémiologique et que on devrait plutôt encourager le diagnostic, si pas systématique, du moins le repérage des patients qui présentent des symptômes suspects pour pouvoir les tester et en avoir la capacité de prévoir à peu près la courbe d'évolution en fonction du temps d'incubation, en fonction des contacts qui ont été effectués par les personnes qui sont porteurs du virus et en fonction des prévisions qui ont été déjà données dans les pays qui ont été touchés par la même pathologie.
Merci à vous, Dr. Assoua-Posa Lekambu. Une autre interrogation ce matin, c'est que avant que les frontières de certains États africains ne soient fermées pour des mesures de protection de leur population, beaucoup de vols en provenance des pays contaminés tels que la France, l'Italie, ont rejoint le continent transportant à leur bord des personnes, des passagers qui fuyaient non seulement le Covid-19 de ce côté-là, mais également des personnes qui venaient en rendez-vous d'affaires et qui avaient déjà entrepris des voyages, la préparation des voyages depuis longtemps sur le continent. Et ces personnes aujourd'hui, pour certains, sont touchés par le Covid-19 et cela a été constaté dans certains aéroports africains. Mais comment comprendre que ces personnes ont pu échapper au contrôle au niveau des aéroports occidentaux lorsqu'on sait que ces aéroports bénéficient d'un système de contrôle les plus développés au monde? Alors, un élément de réponse pour expliquer le pourquoi des personnes qui quittent les pays à risque de contamination arrivent chez nous et échappent au contrôle, mais parce que tout simplement, les contrôles se font à base de température. On ne fait pas des contrôles, des tests de prélèvement pour dire que vous avez un test instantané, pour dire que vous avez le Covid-19 sur vous. Donc, les personnes qui arrivent dans nos pays ont fait un test de température et on peut très bien être porteur du Covid-19, mais sans pour autant être malade, donc ou symptomatique tout simplement, manifester des symptômes, les symptômes principaux étant la fièvre et la toux. Donc à l'aéroport, on n'a pas des gens qui sont là pour faire un test de prélèvement, parce que faire de la fièvre, ça peut être détecté à l'aéroport et là on vous met peut-être en quarantaine, on dit bon on va essayer de vous faire un test, mais vous pouvez très bien passer les portes, être porteur de Covid-19, être dans la période d'incubation, sachant que la période d'incubation passe de 0 à 14 jours à peu près, donc disons plus de 3 jours, de 3 à 14 jours à peu près. Donc cette période d'incubation, c'est la période que le virus a d'entrée dans l'organisme et de replication à l'intérieur de l'organisme, jusqu'à ce qu'il puisse faire manifester certains symptômes au bout de 2 semaines. Donc cette période d'incubation, vous pouvez être totalement asymptomatique et même ne pas faire de la fièvre du tout. Donc si vous passez devant un détecteur, un appareil de température ou de prise de chaleur, vous n'avez absolument rien, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes totalement sain, peut-être que vous êtes porteur du coronavirus, et une fois arrivé dans le pays, si en plus de ça vous continuez à ne pas faire de la température, dans ce cas vous pouvez, au moment de faire l'incubation, arriver dans vos familles, dans le quartier, dans la ville, à ce moment-là, vous commencez à faire des symptômes, mais en plus de ça, vous avez déjà commencé à transmettre votre virus par voie respiratoire. Donc, la façon, de toute façon, de savoir si une personne est porteuse du Covid-19, ce n'est que par le test de frottis. Et s'il commence à avoir des petites complications au niveau des voies respiratoires, alors par une imagerie médicale. Mais il n'y a que le test qui permet de savoir si les personnes sont porteurs ou pas. Et donc ça, ce ne sont pas des tests que l'on fait aux aéroports, et donc ça échappe au contrôle, à la vigilance des gens. Voilà pourquoi la fermeture de toute façon des frontières était souhaitable et que c'est une mesure qui a déjà commencé à être appliquée, peut-être pas partout dans toute l'Afrique, mais qui serait de toute façon souhaitable à long terme, à court terme plutôt, de façon à ce qu'on se concentre sur le continent, sur les patients que l'on a, sur les personnes qui se manifestent comme ayant les symptômes, et pour qu'on puisse les traiter sans avoir une vague de nouveaux cas qui arrivent, certes peut-être asymptomatiques, mais en période d'incubation. Aujourd'hui, l'une des problématiques ou l'une des interrogations, c'est est-ce que les mesures d'hygiène sont suffisantes pour faire chuter la courbe de contamination sur le continent africain qui ne cesse d'être croissante en ce moment? Alors, est-ce que les mesures d'hygiène recommandées sont-elles suffisantes? Elles sont déjà essentielles. Il faudrait que les populations les intègrent et en aient conscience sur leur importance pour pouvoir déjà être capables d'éviter la contamination. Donc, on rappelle ces mesures de protection, c'est tout simplement le lavage des mains avec l'eau claire et le savon, à défaut l'utilisation des solutions hydroalcooliques, le port de masque lorsque l'on sait que l'on tousse régulièrement. Alors lorsque l'on tousse,
toujours avoir la possibilité de tousser dans son coude. Lorsque l'on éternue, qu'on se mouche, on utilise un mouchoir en papier et on le jette dans une poubelle fermée. On évite de se serrer la main, de se toucher, d'être en contact, et on observe une distance d'à peu près 1 mètre entre les personnes. Ces mesures-là, appliquées de façon individuellement, aident déjà à éviter de se faire bêtement contaminer. Alors lorsqu'on est déjà contaminé, on peut présenter des symptômes ou pas du tout. Si on ne présente pas de symptômes, on ne pourra pas le savoir de toute façon. On est à la maison et on essaie d'appliquer les mesures que l'on a pour éviter de potentiellement contaminer les autres. Maintenant, si on présente des symptômes, on est censé se rendre auprès des centres de santé qui ont été dépêchés par le ministère de la Santé pour dire qu'ils sont capables de détecter le coronavirus Covid-19. Et donc, à ce moment-là, un test de dépistage doit être fait. Le test de dépistage, lorsqu'il est fait, s'il est positif et que le patient n'est pas symptomatique, parce que, encore une fois, on peut être porteur sain, dans ce cas, ce patient, lorsqu'il n'est pas symptomatique, doit être mis dans un endroit de quarantaine, non pas parce qu'on considère qu'on doit le traiter, mais il doit être mis donc en observation et écarté des autres personnes pour ne pas les contaminer. Lorsque le patient est symptomatique, tout dépend. S'il est symptomatique et qu'il présente des symptômes qui dégradent son état général, mais au point de quand même rester en état clinique stable, alors il doit être hospitalisé dans une unité bien prévue pour ça, une unité appelée unité Covid par exemple, unité Covid-19, et à ce moment-là, il est soigné, il est mis dans des chambres isolées, mais il est soigné, symptomatiquement parlant. Le personnel médical qui a accès à ces chambres doit être totalement protégé pour ne pas être à risque de contamination, pour ne pas être contaminé à cause du patient qui est infecté par le virus. Maintenant, on a les cas qui sont les plus graves, où le patient est contaminé, qu'il a fait les symptômes, mais en plus qu'il a dégradé son état général et respiratoire, et souvent ce genre de patients sont admis aux soins intensifs. Quelle autre mesure? En dehors des mesures individuelles, en fait, ce sont les mesures hospitalières que je viens de vous citer, c'est-à-dire que tout doit se faire par des protocoles qui ont été étudiés et qui ont été élaborés par les chefs de clinique, mais aussi présentés par les organisations internationales pour dire comment faire pour prendre en charge correctement le patient en milieu hospitalier. Il y a les mesures de protection donc du personnel médical, ça c'est très important, mais il y a aussi les mesures que l'État peut prendre pour l'assainissement des milieux publics, comme on a vu par exemple en Corée avec les désinfections des lieux qui sont fréquemment utilisés par les personnes de façon commune, comme les bus, comme certains bâtiments. Dans des pays assez bien structurés et organisés, il y a même les désinfections des rues carrément, des bancs publics, des rues avec des produits désinfectants. Il faut aussi permettre aux personnes d'encourager, de désinfecter leur lieu, leur habitat, les surfaces inertes, puisqu'on sait très bien que le coronavirus résiste à l'air ambiant pendant 3 heures, mais sur des surfaces, ça peut aller de 4 heures pour les surfaces cuivrées, le plastique 2-3 jours, jusqu'à l'acier inoxydable 2-3 jours également. Donc, utiliser les produits désinfectants pour pouvoir aider à ce que le virus ne reste pas sur des surfaces inertes auxquelles on peut être en contact. Le carton, par exemple, le virus y résiste pendant 24 heures. Une autre observation faite ces derniers temps, durant cette période de quarantaine, c'est que l'on a pu voir certains États africains regrouper les personnes par groupe de 10, groupe de 20, groupe même de plus de 40, comme c'est le cas au Congo-Brazzaville actuellement, dans certains camps pour pouvoir gérer la quarantaine. Mais aujourd'hui, est-ce que la quarantaine telle qu'appliquée par les pays africains correspond réellement à la quarantaine qui devrait se passer pour éviter la contamination? Est-ce que les personnes qui se retrouvent en groupe de 30, en groupe de 40, en groupe de 10, étant en quarantaine, ne représenteraient peut-être pas un danger pour les porteurs ou pour les personnes saines qui se retrouvent au milieu des porteurs sains? Alors, il est faux de penser que le processus de quarantaine favorise une contamination. Non, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Comment comprendre la mise en quarantaine? La mise en quarantaine, c'est justement mettre de côté pendant quelques jours, isolé dans une pièce, une personne
ou du moins le mettre en lieu où il ne sera pas en contact avec d'autres personnes, de façon à ce qu'il ne puisse pas contaminer d'autres personnes. Et les personnes qui ont accès à la personne dite contaminée, alors devront se prémunir de certaines mesures de sécurité en portant masque, gants, bonnet, lunettes si nécessaire, chaque fois qu'on doit faire des prélèvements, etc. Blouse spéciale et tout. Alors, pourquoi est-ce que souvent la mise en quarantaine occasionne, plutôt, c'est pas que ça occasionne, le fait est que quand on met quelqu'un en quarantaine, souvent, il est détecté porteur du virus, mais il ne présente pas encore les symptômes à cause du temps d'incubation. Ce qui veut dire qu'au moment où le patient est mis en quarantaine, il va se passer quelques jours où il va commencer à développer les symptômes de la maladie. Maintenant, tout dépend de la réponse immunitaire, tout dépend de la solidité du patient, tout dépend de l'importance de la maladie. Le patient peut très bien se dégrader en état général, comme il peut très bien arriver, si on arrive à le traiter ne fût-ce que symptomatiquement, à juguler la maladie et à s'en sortir et à faire renverser la vapeur jusqu'à guérir. Donc la mise en quarantaine ne signifie pas que ça augmente est-ce que ça augmente les taux de maladie? Ça veut tout simplement dire qu'on met de côté les patients qui ont été détectés positifs et qui vont à un moment donné présenter des symptômes à cause du fait qu'ils sont asymptomatiques pendant la période d'incubation. Une autre question ou une autre préoccupation qui touche les populations du continent africain en ce moment, c'est la question de la rupture en stock des masques de protection ou alors des gels désinfectants dans les différents points agréés tels que les pharmacies. Aujourd'hui, est-ce que cette rupture de stock en ces produits, où il est de plus en plus difficile de pouvoir s'approvisionner, ne créerait pas une panique et une éventuelle courbe croissante de contamination au niveau du continent? Et y a-t-il d'autres mesures qui pourront permettre à certaines personnes de pouvoir pallier à cette question de rupture de stock en masques de protection ou en gel désinfectant sur le continent africain? Que faut-il faire pour la rupture en stock des masques et des gels hydroalcooliques? Tout simplement les produire. Alors, lorsque on est en rupture de stock, on réquisitionne des personnes qui déjà font la couture pour fabriquer les masques et trouver un système D en attendant que l'on puisse s'approvisionner par des commandes en masques jetables. On peut utiliser des masques lavables, réutilisables et stérilisables pourvu que l'on respecte les normes de sécurité pour les masques chirurgicaux très simples et pour les masques qui peuvent faire office de masque FFP2 composé de 3 couches de tissu de coton et de polyester. Donc ça c'est pour les masques. On peut faire appel à des couturiers ou créer des usines à création de masques ou du moins des ateliers. On va parler des ateliers parce que les usines c'est pas tellement notre fort en pays africains, mais du moins des ateliers avec des tissus, nos tissus que nous avons à base de coton, avec des couturiers, et on se met à créer des masques. On a regardé, on a vu par exemple en France dans des endroits comme en Loire-et-Cher ou bien dans le Rhône-Alpes où des usines ont été détournées de leur fonction primaire qui était producteur de jeans ou bien producteur de tissus de vêtements, qui commencent maintenant à fabriquer des masques et qui font des productions d'à peu près 130 000 masques par jour. Vous vous rendez compte, 130 000 masques par jour, ça demande de la main-d'œuvre, ça demande un travail quotidien de quasi 24 heures sur 24, puisque ces entreprises tournent à plein régime avec remplacement du personnel qui travaille au sein de ces entreprises. Mais voilà, c'est aussi une aubaine pour faire de la création de l'emploi. Pour ce qui est des gels hydroalcooliques, c'est la même chose. Il y a une formule universelle qui a été adoptée de tout le monde, dont validée par l'OMS, qui, parce que c'est le consensus des pharmaciens qui a appliqué cette formule, qui consiste à utiliser de l'alcool
à plus de 90 degrés, 95, 96 degrés. Déjà, l'alcool à plus de 75 degrés, donc 75 degrés, est acceptable. Mais en plus de ça, il faut mettre de l'eau oxygénée, de l'eau et de la glycérine. Avec ces 4 ingrédients bien dosés, en fonction des doses qui sont recommandées, on peut fabriquer le gel hydroalcoolique. Il y a plein de personnes qui le font, même par des tutos sur YouTube. Alors, combien de fois sur place, si un État est bien organisé pour pouvoir recruter de la main-d'œuvre, recruter des pharmaciens qui pourraient superviser cela et créer des gels hydroalcooliques pourvu qu'on ait les ingrédients et des contenants et que l'on puisse les vendre aux populations ou du moins les distribuer. On n'est même plus dans le temps de vente, mais au moins les distribuer, ou s'il y a des temps de vente alors, mais à très bas prix pour que ça soit accessible à tout le monde, de façon à ce que si on se trouve dans des endroits où il n'y a pas de point d'eau, que l'on puisse continuer à se désinfecter les mains comme consigné, sachant que un gel hydroalcoolique ou une solution hydroalcoolique, elle est germicide parce qu'elle tue les virus, les bactéries, les champignons, donc c'est fongicide, virucide et bactéricide, mais ça n'enlève pas les germes sur les mains. Donc pour enlever les germes sur les mains, même si ces germes sont inactivés par la solution hydroalcoolique, ces germes partent grâce à l'eau et le savon. Donc avoir un gel hydroalcoolique ne veut pas dire entre-temps oublier de se laver les mains avec l'eau et le savon. Donc on revient à la base, tout simplement se laver les mains avec l'eau et le savon à défaut d'avoir des gels hydroalcooliques produits par des entreprises que nous n'avons pas. Une autre interrogation avec vous, ne partez pas, Dr Assoua Lekambi, c'est la question de la chloroquine qui divise la classe médicale et la classe scientifique en ce moment. Certains pensent qu'il faudrait pratiquer des tests en laboratoire afin de pouvoir appliquer ces différents protocoles qui viennent non seulement de la France mais aussi de la République démocratique du Congo en termes d'utilisation de la chloroquine associée à de l'azithromycine ainsi que des antibiotiques ou des antioxydants ou des interférents pour pouvoir guérir le coronavirus, c'est-à-dire un protocole qui doit être administré à titre curatif. Est-ce qu'aujourd'hui, ce protocole peut être considéré comme fiable ou alors doit-on l'associer à la médecine traditionnelle comme l'a fait la Chine qui d'ailleurs a affirmé être basée sur sa médecine traditionnelle afin de pouvoir réduire la contamination au niveau du Covid-19. Alors est-ce que l'Afrique aujourd'hui, et qui bénéficie des plus grandes réserves de plantes du continent ou du monde, pourrait trouver une solution palliative telle que la médecine traditionnelle et l'associer à la médecine moderne pour pouvoir trouver une solution? Alors, pour faire chuter la courbe de contamination, il faudrait déjà qu'il y ait début d'introduction de traitement. Pour qu'il y ait début d'introduction de traitement, il faudrait qu'on applique déjà les premiers essais cliniques qui ont été proposés par exemple, l'équipe d'épidémiologie de Dr Michel Balaka, par exemple, à l'université de Lubumbashi, qui ont déjà présenté leur propre protocole incluant la chloroquine, les interleukines, la chloroquine, les interférons et des antioxydants, mais nous reviendrons sur ça un petit peu plus tard. Mais pour appliquer déjà un début de traitement, il faudrait être capable de faire le tri dans la population pour trouver les patients. On n'applique pas le traitement juste comme ça de façon préventive. C'est un traitement pour les personnes qui ont été détectées. Pour les personnes qui ne présentent pas de symptômes, tant mieux, elles restent chez elles. Pour les personnes qui ont été testées positives, celles-ci doivent être mises en quarantaine. Ce n'est qu'en maîtrisant en fait la maladie au sein de la population, en connaissant lesquelles sont contaminées, lesquelles ne sont pas contaminées, lesquelles peuvent rester chez elles, lesquelles doivent être dans un centre de prophylaxie, de prévention, de confinement préventif, et lesquelles présentent réellement déjà la maladie et à qui on peut appliquer déjà un traitement symptomatique, voire appliquer le protocole d'essais cliniques dont tout le monde parle actuellement. La Chine, la France, c'est partout, ce n'est plus un secret de polichinelle. Les gens maintenant se battent pour pouvoir avoir accès à la chloroquine.
Alors, la Chine n'a pas que mis en avant la médecine traditionnelle chinoise, non. Il y a des débuts de protocole qui montrent que la Chine a expérimenté aussi l'application des interférons, que visiblement il y aurait eu l'application de la chloroquine, visiblement il y aurait eu l'application aussi d'antibiothérapie. Il y a tout un protocole qui est encore un petit peu gardé fermé, un petit peu en cours d'application d'essais cliniques, mais il n'y a pas que la médecine traditionnelle. Il ne faut pas croire que le seul et unique traitement du coronavirus n'a été qu'un traitement de médecine traditionnelle, pour ne pas entrer dans les fantasmes des gens qui ont tendance à faire une part en disant la médecine traditionnelle est meilleure et la médecine dite moderne est néfaste. Les deux médecines se valent, il suffit juste de permettre à ce que les deux s'accordent et qu'elles puissent travailler ensemble, exactement comme la Chine le fait, l'Inde le fait avec la médecine ayurvédique, la médecine chinoise, l'acupuncture, etc., qui est connue depuis longtemps, mais l'utilisation aussi des plantes essentielles. De toute façon, les plantes sont de toute façon la base de la fabrication des médicaments. Mais pour ça, il faut une posologie. Les gens ont tendance à penser que utiliser des plantes, c'est juste une question. Je m'excuse, l'écran est en train de bouger, donc je vais essayer de le stabiliser, pardon. Donc, utiliser des plantes, les gens pensent que c'est juste une question de prendre des décoctions et chacun il fait de sa bonne popote. La médecine traditionnelle répond aussi à un ensemble de normes de posologie. Voilà pourquoi les anciens initiaient d'autres personnes à cette médecine pour bien montrer à quelle quantité il faut donner tel type de plante et à quel moment de la journée ou dans quelle mesure, dans quel diluant. Donc de toute façon, la médecine traditionnelle répond aux mêmes normes que la médecine moderne en termes de pharmacologie. Maintenant, pourquoi est-ce que l'Afrique ne pourrait pas copier ce modèle? Mais l'Afrique le fait déjà. Mais il faut se demander si on écoute les chercheurs africains, si on écoute les médecins africains, les tradipraticiens, les personnes qui décident d'expérimenter toutes les méthodes, les personnes qui décident de collaborer tant avec la médecine traditionnelle qu'avec la médecine dite moderne et la science de la pharmacologie avec la pharmacopée africaine. Donc, je ne crois pas que ce soit le moment de faire le procès à nos médecins africains. Je pense plutôt qu'il faudrait les mettre en avant et rappeler qu'on ne les a pas assez écoutés et qu'il serait peut-être temps qu'on puisse les écouter aussi. Merci à vous, Dr Assoua Possa Lekambi, pour votre intervention. Ce matin, cette édition de Quoi de neuf Covid-19 sur le continent se poursuit et nous continuons avec cette problématique liée à la chloroquine. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dites saines se ruent vers les pharmacies pour acheter de la chloroquine et de l'azithromycine, sans toutefois connaître quelles sont les doses à prendre et sans avis médical. Est-ce que l'azithromycine et la chloroquine doivent être utilisées à titre préventif ou à titre curatif? D'après toutes les informations nécessaires y afférentes et d'après l'avis de tous les spécialistes, il n'est pas prouvé que ce protocole puisse s'appliquer à titre préventif, mais plutôt à titre curatif. Et d'ailleurs, pour certains cas, il ne marcherait pas pour tous les patients. Mais il faudrait que cela se fasse sous l'avis d'un médecin ou par une prescription médicale. Et dans la mesure où vous ressentez des symptômes, peu importe, restez chez vous, composez les différents numéros mis à disposition par les différents gouvernements africains afin de permettre une prise en charge rapide du cas détecté ou un éventuel dépistage. Et surtout, pour ceux qui ont été déclarés par les différents États comme celle-là qui devrait être confinée, c'est-à-dire les élèves, les étudiants et bien d'autres personnes encore. Rester confinés pour ceux qui n'ont pas bénéficié d'une prérogative spéciale pour rester à la maison et qui devraient se retrouver dans leurs différents lieux de service, étant donné que le contexte financier africain pour certains pays ne permet pas un confinement général, bien vouloir suivre les mesures hygiène mises à disposition par les différents organismes nationaux et internationaux
et bien sûr se munir d'un masque de protection afin de pouvoir éviter d'être contaminé ou de contaminer et d'éventuelles personnes. Et aujourd'hui aussi, on observe de part et d'autre des personnes qui consomment beaucoup d'ingrédients naturels, c'est-à-dire du gingembre, du citron, de l'ail, du miel, des tisanes, des thés, pour se protéger contre le Covid-19. Mais n'oubliez pas que même les médicaments naturels sont dangereux lorsque les doses ne sont pas respectées. Alors, si vous continuez à prendre tout ce qui vous passe sur la main, vous risquez de vous retrouver après cette contamination, après cette pandémie, avec des problèmes d'estomac ou avec des problèmes d'ulcères ou avec les intestins tout endommagés. Vous feriez mieux de vous rapprocher, si vous consommez ces produits, des personnes appropriées telles que les naturopathes pour connaître quelles sont les doses qui doivent être consommées pour que cela ne soit pas nocif pour la santé. Et aussi, un autre conseil, ce n'est pas parce que vous avez écouté les audios ou les vidéos sur les réseaux sociaux qui vous demandaient de prendre ou de boire telle plante que vous allez directement vous jeter dessus. Il faudrait d'abord savoir si votre état de santé permet que vous puissiez prendre certaines plantes parce qu'il y en a qui sont agressives pour certains organismes et quelles sont les bonnes doses appropriées. Et d'ici, n'oubliez pas les gestes qui sauvent et qui peuvent voilà, nous empêcher d'être exposés ou d'être contaminés à une éventuelle contamination au Covid-19 sur le continent africain. Nous comptons sur vous et sur l'application des différentes mesures telles que stipulées par nos États pour pouvoir faire chuter la courbe de contamination, bien que le continent africain ait été cité par certains experts comme étant le prochain pic épidémiologique du Covid-19. Merci, bien de choses à vous. Et ne partez pas, restez pour la suite de nos programmes et à la semaine prochaine pour une autre édition de Quoi de neuf Covid-19 sur Africa TV.